Salut à tous, bienvenue. Un sujet dont on parle peu. Nous avons souhaité, avec notre invité du jour, Gilles Alexandre, bonjour, mettre ce sujet en lumière, le suicide. Alors le suicide chez les jeunes, mais aussi dans la société israélienne en général. Un sujet difficile et on a souhaité mettre en lumière une association qui s'occupe de lutter, de faire de la prévention pour éviter les suicides, que ce soit dans le cadre de l'armée ou dans la société civile. Bishvil Hachaim. C'est de cette association notamment que nous allons parler au travers de l'histoire de Gilles Alexandre. Bienvenue et merci. Vraiment, de venir nous expliquer ce qui vous anime, pourquoi vous êtes militant et membre actif de cette association. Bon, première chose, j'aurais préféré ne pas être militant dans cette association. Ça, je peux comprendre. Une histoire personnelle, notre histoire personnelle de la famille. Et je suis venu en Israël comme jeune dans le cadre de l'Archra Bnei Akiva en 1970, Kibbutz Ein HaNatziv, à l'âge de 18 ans. Archara, armée, je suis retourné en France 1 an travailler au Bnei Akiva. J'ai fait mon alia 3 jours avant la guerre de Kippour. 1 an après, je me suis marié avec Esther, une Israélienne, Tsabarite. J'habitais au kibbutz, membre du Kibbutz Ein HaNatziv. Pendant 25 ans. Pendant 25 ans. Ouais. Ein HaNatziv, nous avons eu 7 enfants. Amit, Tal, Yael, Adar, Yotam, c'est-à-dire un garçon, 3 filles, et puis ensuite... Encore 2 autres garçons. 3 autres garçons, Yotam, Elad et Binyamin. Et tout allait bien dans le meilleur des mondes. Les enfants étaient heureux. Tout à fait normative. Tout à fait normative. Moi, je travaillais, j'étais éleveur de poules au poulailler d'Ein HaNatziv, après avoir fait mes études d'agronomie. Ma femme est professeure à l'école. Les enfants heureux au kibbutz. Le kibbutz, on dit toujours, c'est le royaume des enfants. Alors, c'était vraiment évolué. Et c'était ça. Mon fils aîné, Amit, c'était le garçon doué pour tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il touchait, ça lui allait parfaitement, sans faire trop d'efforts. Mm-hmm. C'était le petit doué qui n'avait pas besoin de s'efforcer énormément. Il jouait de la musique, il jouait de la clarinette, il aimait étudier à l'école, il faisait du sport, jouait du basket. C'était le leader incontesté du groupe du leadership naturel. Voilà, okay. Leadership naturel. Il faisait ça, c'est pas du tout le genre macho, très modeste, mais de façon naturelle. C'est lui qui organisait toutes les activités. En 1993-94, il y a une nouvelle yeshiva qui s'est fondée à Malé-Gilboa. Dans le cadre, une yeshiva qui, contrairement à l'Esder, prédictait qu'il faut faire 3 ans d'armée plein et encore 2 ans d'yeshiva. Et le premier groupe, c'est ce qu'il a choisi de faire. Comme au début, il demandait aussi à des adultes si vous voulez étudier. Je suis allé aussi étudier avec lui pendant 6 mois. J'ai pris 6 mois de congé du travail pour aller étudier avec lui. Et tout allait bien. Et comme au kibbutz, on éduque les gens à donner le maximum qu'ils peuvent à l'armée, c'était évident pour lui qu'il irait dans les unités d'élite. Et puis, comme ses cousins de Zdeliaou avaient décidé d'aller au parachutiste, alors lui, il a décidé d'aller au Golani. Et il est rentré dans la Sayeret Golani. Il a fait les Mifranim, et pas eu de problème, et tout facilité. 3 mois de service militaire, il revenait en perme, très content, pas de problème avec ses mefakdim, avec ses commandants. Il a même été choisi comme soldat mitztayen, être avec le mefaked. Et ils ont commencé les enterrements un peu plus durs. On est allé le voir à la base, un Shabbat où il s'était porté volontaire pour rester, et puis très, très content de ce qui lui arrivait. Et un peu après Purim, après que Shabbat, il était venu en permission. Donc il était à l'armée depuis combien de temps ? Il était à l'armée depuis 4 mois. Ok. Dans un groupe, une unité il y avait aussi des kibbutznikim et des gens religieux. Et lui, c'était le seul kibbutznik religieux. Okay. Alors il était entre les deux. Il était entre les deux, il faisait le lien entre les deux. Okay. La nuit, il jouait de la flûte pour endormir les copains. Et puis, quand les entraînements ont commencé à venir un peu plus durs, un jour, ils ont fait un massacre, on appelle ça un massacre,
Un parcours combattant, une marche où dès le début, il a eu des problèmes de respiration, il est tombé, il s'est un peu évanoui, alors ils l'ont pris, ce qu'on fait toujours à l'armée, sur le brancard. À la fin du parcours, à 10h le soir, on lui a demandé comment ça va, Amit. Il a dit physiquement ça va, moralement je ne suis pas en forme parce que c'est la première fois que c'est pas moi qui porte, c'est vous qui me portez. Et on a demandé des volontaires pour aller faire la garde. Il est allé à la garde et puis au bout d'une heure, quand il n'est pas revenu de la garde, on a commencé à le chercher, on l'a retrouvé qui s'était tiré une balle dans la bouche. Et voilà, et toute notre vie a changé à partir de là. Bien sûr, alors qu'il ne présentait aucun signe. Aucun signe. Okay. Ce qu'on essaye aujourd'hui d'expliquer, c'est que peut-être parce qu'il ne savait pas ce que c'était l'échec, il a eu peur de l'échec subitement, il a peut-être eu peur de décevoir. Tout le monde attendait de lui que sans problème il passerait l'armée. On peut pas, j'imagine qu'on ne peut pas après coup trouver des explications, mais vous avez tenu à venir ici parce que les chiffres concernant le suicide en Israël sont assez alarmants. 500 suicides par an, ça fait plus d'un par jour, c'est plus que les accidents de voiture. Il n'y a pas, en plus, c'est plutôt les jeunes ou des vieilles personnes, en général. C'est la première cause de mort chez les jeunes. C'est pas qu'à l'armée. Non. C'est pas qu'à l'armée, contrairement à ce qu'on pense. Ça peut être avant l'armée. Ça peut être aussi dans la période entre l'école et l'armée, dans les mechinot, les yeshivot. Ça peut être aussi, et ça peut être aussi après l'armée, quand il reste jeune, on est jeune. En sortant de l'armée, parce que l'armée aura énormément de raisons qu'il peut y avoir, et ça touche toutes les couches, et surtout, ce qui est une des caractéristiques, ça touche les couches socio-économiques en général élevées, des gosses qui sont en général très intelligents, mais ça touche aussi tout le monde, évidemment. Tout le monde, bien sûr. Tout le monde. Il y a pas une donc famille. À l'époque où Amit a décidé de mettre fin à ses jours, c'était en 95, et donc dans le cadre de l'armée, il y avait à peu près 45 suicides par an, donc ce qui est énorme. Et aujourd'hui, grâce à des actions comme que l'armée a décidé de faire au début des années 2000, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Il y a le chef d'état-major de l'époque, Shaul Mofaz, qui a dit c'est un problème qu'on peut essayer de réduire. Une des choses, par exemple, faciles qu'ils ont décidé, c'est que jusqu'à l'année 2000, tous les soldats qui devaient rentrer à la maison en permission étaient obligés de prendre leurs armes. Mm-hmm. Aujourd'hui, il n'y a que les combattants. Les soldats qui ne sont pas combattants ne prennent pas leurs armes, parce qu'une des causes du suicide, c'est quand la disponibilité des armes. Quand c'est facile. Quand c'est facile, quand il y a des pensées noires qui arrivent, puis il y a l'arme qui se présente. C'est ce qui est arrivé à mes deux fils. Parce que vous nous avez raconté le suicide du premier, mais malheureusement... 13 ans après, vous avez perdu votre deuxième fils. Amit avait 19 ans et demi, Yotam avait déjà 21 ans. Donc il était marié depuis 1 an, heureux. Il étudie dans une autre yeshiva, une yeshiva Tesder à Otniel, aussi dans le cadre de l'armée. Et déjà à l'armée, il avait commencé de la déprime, contrairement à Amit. Contrairement à votre fils aîné, qui lui n'était pas déprimé, en tout cas il n'y avait aucun signe extérieur. Yotam, lui, oui. Yotam, il y avait des signes de déprime, mais il nous en a tout de suite fait part. Et d'abord, évidemment, il avait conscience de ce qui était arrivé avec Amit, on en parlait à la maison. Et quand il nous en a fait part à l'armée, on lui a demandé d'aller voir le psychologue de l'armée, ce qu'on appelle le Kaban, l'officier responsable officier psychologue, qui l'a autorisé à aller voir un psychologue dans le civil. Et il est allé chez le psychologue, et au bout de 6 mois, ça allait beaucoup mieux. Il s'est marié, ça allait bien, et la déprime est revenue de nouveau 6 mois après le mariage. Il est allé chez un autre psychologue, et là, il n'était pas content de ce psychologue. Au bout de 5 rencontres, il nous a demandé de changer. Mm-hmm. On l'avait déjà trouvé une autre psychologue, il habite à Beersheva, il étudie à Otniel. Et il m'avait téléphoné 15 jours avant que ça arrive, il m'avait téléphoné, il m'avait demandé si la déprime, c'est quelque chose d'héréditaire. Alors je lui ai dit, c'est possible, parce que moi aussi j'ai eu de la déprime.
Mon père aussi a eu la déprime, mais on s'en est sorti, donc ça prouve qu'on peut s'en sortir. La déprime, ça touche 60-70% de la population. Mais on peut s'en sortir. Et on peut s'en sortir. Alors je dis, écoute, va chez le docteur familial. D'abord, il peut donner des médicaments qui peuvent aider, puis tu verras avec le nouveau psychologue, ça pourra sûrement aller mieux. C'est ce qu'il a fait. Il est venu spécialement de Beersheva à Natsiv chez son docteur. Le docteur l'a prédit des médicaments antidépressifs. Aujourd'hui, il y a des médicaments antidépressifs mais qui commencent à agir 3 semaines, en général, après qu'on les prenne. 3 semaines, 1 mois après qu'on commence à les prendre, il a commencé à prendre ces antidépressifs. Et 1 semaine, 15 jours après, pendant qu'il était à la yeshiva, à l'office, quelqu'un qui était responsable de la classe de défense de la yeshiva a laissé son arme, par terre pendant qu'il était en train de prier. Et à la yeshiva, on prie les yeux fermés, personne ne regarde ce qui se passe. Et Yotam, tout d'un coup, a eu de nouveau probablement une forte crise de déprime, a vu l'arme, est sorti et a mis fin à ses jours. Comment on se relève de ça? Comment on se relève? La première fois que ça nous est arrivé, à Mit, il y a une famille du kibbutz qui ont perdu leur fils au Liban. Et il est venu me dire, écoute, le deuil, c'est une route, comme si on était handicapé. C'est un handicap pour toute la vie. Maintenant, le pourcentage de l'handicap que tu as, c'est toi de décider. Tu peux être handicapé à 100%, ta vie sera très difficile. Tu peux être handicapé à 5%, et à ce moment-là, tu choisis de vivre. Et ma femme et moi, on a décidé que... Vous avez choisi la vie. On a choisi la vie, que même si nos enfants ont choisi la mort, nous, ça ne nous entraînerait pas la mort. Nous, on choisirait de vivre, de continuer notre vie, de même continuer à rire. À rire, être joyeux. On essaye. C'est pas toujours facile. Non, mais j'imagine. De participer, d'aller au concert, d'aller aux pièces de théâtre, d'aller voir les films, participer au mariage. Alors vous avez toute la famille. C'est la décision qu'on a prise. C'est pas facile. Ça prend pas. Ça se fait pas en quelques jours. C'est un talir. Alors vous avez vos autres enfants, depuis ont bien grandi. Vous avez une fille qui est prof de maths, c'est Tal, Yael qui est prof de biologie, Hadar qui est dans le high-tech. Il y avait bien sûr Yotam qui était à la yeshiva, Elad qui est dans l'informatique et Benjamin qui fait le tour du monde. Voilà, c'est le petit révolté de la famille et qui est parti. Oui, Benjamin a eu je crois que c'est lui qui est resté toujours le plus fermé dans la famille, qui avait jamais. Et on a fait un film sur nous. Alors, vous avez fait plein de choses. Vous avez fait un film, vous êtes membre actif de cette association, donc j'aimerais qu'on reparle. On parle de parce que c'est vraiment très important. Donc, quel est le but de cette association? L'association. Et par qui a-t-elle été créée déjà, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit? L'association a été fondée, je crois, au début des années 2000. En 2000, par professeur Avshalom Aderet. Avshalom Aderet a perdu son fils, aussi dans le cadre de l'armée, qui s'est suicidé. Jusqu'à l'époque, il était aussi ish high-tech. Dans le high-tech. Ouais. Et après le suicide de son fils, il a décidé de faire un changement, de se consacrer à l'éducation. Aujourd'hui, il est professeur d'éducation, de pédagogie au séminaire des kibbutzim. Et il a fondé cette association pour deux raisons. D'abord, il n'avait personne avec qui parler quand ça lui arrivait. C'était quelque chose de tout nouveau. C'est une chose qu'on ne prévoit pas, qu'on ne s'attend pas, on ne connaît pas, on n'en parle pas. Ouais, on porte ça vraiment... Moi, jusqu'à ce moment arrivé à moi, chaque fois que j'entendais des cas de suicide, je dis, c'est des gens c'est sûrement un type qui était malade et ses parents ont dû et ne devaient pas être normaux. Ça nous passe au-dessus de la tête. Bon, c'est quelqu'un, c'est un fou, quoi, voilà, puis c'est tout. Ça arrive à tout le monde. Et ce professeur a décidé donc d'abord que cette association, pour premier but, c'est aider les familles à qui ça arrive, les aider d'abord, venir les rencontrer, leur parler, leur organiser des groupes de discussion entre familles. Nous, on a par exemple participé pendant 1 an et demi avec 12 autres familles à qui ça arrivait, des groupes de discussion 1 fois par semaine, pendant 2-3 heures. On discutait avec un animateur compétent.
Parce que on a besoin d'évacuer. On a besoin d'évacuer, exactement. On a besoin d'en parler. La douleur, puis surtout, la culpabilité, le chagrin. La culpabilité, la douleur, la honte. Il y a beaucoup de gens qui ont honte. Moi, je dois dire que je n'ai pas eu honte. Mais je peux comprendre. Et il y a des gens ils ont tellement honte qu'ils préfèrent ne pas parler de suicide. En pensant que si on n'en parle pas, peut-être que ça sera plus facile. Je ne le critique pas, c'est possible. Moi, j'aime pas vivre dans le secret. C'est-à-dire que Amit, si on avait décidé qu'il a été tué par un accident d'arme, ça aurait pu. Mais alors tout autour de nous, les gens en auraient parlé. On aurait vécu dans le secret, on n'en aurait pas parlé aux enfants. Je ne pense pas que c'est ça. C'est pas une bonne idée. Donc le but de cette association, on comprend, ça, aider les familles, deuxième but, parler. Voilà. Deuxième but, c'est en parler. C'est la sisma. Il faut en parler. Il faut en parler pour essayer de diminuer le nombre. Si on en parle, si on dit que c'est un problème qui existe dans toutes les familles, dans tous les milieux, à tous les âges, on peut essayer de diminuer. Quelqu'un a défini que la déprime, c'est un peu le cancer de l'âme, le cancer de la nefesh. Et des cancers, aujourd'hui, on arrive à réduire les maladies du cancer. On n'arrive pas à les annuler complètement, mais il y en a qu'on peut diminuer, on peut se soigner. La preuve que la prise de conscience, en tout cas à l'armée, ça a été quand même très important, parce qu'aujourd'hui, alors qu'en 95, quand votre fils aîné a mis fin à ses jours, on est à 45 suicides par an. Aujourd'hui, on est entre 15 et 20 l'armée a fait du travail premier. Qui mettent fin à leur jour par an. Donc c'est déjà pas mal. Je crois que ça a été aussi une priorité nationale. Voilà. Alors la suite de ça, l'association Meshvi Lachaim a demandé que ce soit une priorité nationale. Et il y a 3-4 ans, le gouvernement, il y a 5 ans, 6 ans je crois, le gouvernement, quand le ministre de la Santé, c'était, je ne sais plus comment elle s'appelait, Yael, je ne sais plus comment, a décidé que ce soit un problème, que ce soit il faut en faire un programme. Donc avec des national, budgets, avec des budgets. Malheureusement, cette année, ils ont diminué de moitié le budget. À l'époque, c'était quoi, 20 millions 25 millions. 25 millions de shekels. 25 millions de shekels dans les... aussi bien inter-bureaux. Entre les différents ministères. Ça veut dire que tout le monde était impliqué, voilà, l'armée, l'éducation, le ministère de la Santé, le ministère de l'intégration. Parce que malheureusement, il y a aussi beaucoup d'Olim Khadashim qui décident de mettre à leur jour. Pas seulement des francophones, mais on pense bien sûr aux Éthiopiens, aux gens qui sont... les Russes à l'époque. Les Russes aussi, en grande difficulté. Chaque alia présente ses changements, le livre en changement. Et malheureusement, il y en a aussi. Alors, vous organisez aussi des ateliers dans le cadre de cette association, dans les écoles. Voilà. On va dans les écoles, on peut parler soit avec le service enseignant, soit avec les élèves, soit avec les deux. Qu'est-ce que vous leur dites aux élèves ? D'abord, on leur explique aux élèves qu'ils doivent faire attention. On leur demande d'être ce qu'on appelle chomré sav, d'être sentinelles de leurs amis. D'abord, que eux, s'ils ont des problèmes, qu'ils n'aient pas peur d'en parler, que ce n'est pas une honte d'être déprimé, que ce n'est pas une honte d'avoir mal aux tripes. Avoir mal aux tripes, c'est exactement comme un mal de tête, et c'est exactement comme des problèmes intestinaux. C'est une maladie comme une autre, et ça se soigne. Et quand ils sentent qu'il y a des copains, eux, qui ont des problèmes, qui montrent des signes évidents de déprime, qui se mettent à l'écart, qui sont tristes, parlez-en avec eux. Et surtout, dites-le aux professionnels de l'école, aux psychologues de l'école, au conseiller pédagogique de l'école. Parlez-en. Et il ne faut pas avoir peur de poser la question. Est-ce que tu as des idées de suicidaires ? C'est une question que... S'il n'a pas d'idée suicidaire, c'est pas ça qui lui mettra cette idée. Bien sûr. S'il en a, le fait qu'il puisse en parler, c'est déjà moitié du chemin qui est fait pour essayer d'éviter. Il a quelqu'un avec qui en parler. Mais surtout pas les élèves, ils ne doivent pas prendre ça sur eux. Parce qu'un gosse de 16-17 ans n'est pas responsable, il n'est pas capable. Mais, je peux même dire, entre guillemets, dénoncer immédiatement qu'il a des copains qui sont malades. Et ça, c'est ce que l'armée a fait. C'est ce que l'armée a fait, et c'est ce que vous faites dans le cadre de Bishvil Israël. Bishvil Chaim, pardon. C'est difficile d'identifier les gens qui vont passer à l'acte. C'est pas toujours. D'abord, c'est pas toujours difficile. On voit quand même une certaine tristesse.
Il y a des cas où ça ne se voit pas. Il y a des cas. Votre fils. Chez Amit, ça ne s'est pas vu. Alors, je dis, il y a toujours les suicides. Il y a deux extrêmes qui sont très difficiles, presque impossibles à empêcher. Le premier cas, c'est le cas d'Amit. Parce qu'il ne fait absolument aucun signe, personne. Vous ne pouvez pas le voir. Vous pouvez le voir, ses copains ont dit que c'était le dernier. S'il devait faire une liste, qui c'est qui suiciderait dans l'unité, ça serait le dernier de la liste. D'accord. Tout le monde nous a dit ça. L'autre cas, c'est le contraire. C'est les gens qui sont tellement malades, qui souffrent tellement de dépression, de déprime, d'autres maladies mentales, schizophrénie. Il y en a tellement de maladies mentales. Leur souffrance est terrible. Ils essayent plusieurs fois. On leur met une garde 24 heures sur 24. S'ils décident, c'est très difficile à empêcher. De les empêcher. Mais entre les deux, on peut empêcher. On a toujours dit dans la famille que Amit, on ne pouvait pas l'empêcher. Yotam, on n'a pas réussi à l'empêcher. Parce qu'on aurait pu. On aurait pu. S'il n'y avait pas cette arme, si on lui avait dit, écoute, maintenant arrête un peu les yeshivas, mets une pause, je ne sais pas, mais c'est évident que là, c'était un concours de circonstances. Je suis persuadé que si cette arme maudite n'avait pas été là, à sa disposition, il serait allé chez le psychologue à 11h de l'après-midi, 11h du matin. Les médicaments, au bout de 15 jours, 3 semaines, ont commencé à faire l'effet. Il s'en serait sorti, comme moi je me suis sorti, comme mes amis sont sortis, comme la plupart des gens qui font de la déprime s'en sortent. Alors vous avez décidé de faire un film. Alors, oui, c'est pas nous qui avons décidé. C'est avec l'association, j'imagine. Non, pas du tout. L'histoire du film, un réalisateur est venu un jour, pendant les shivas de Yotam, un voisin du kibbutz m'amène un livre, c'est un recueil de scénarios de l'école de cinéma de Jérusalem. Et il me dit, écoute, il y a un scénario de film, regarde, j'ai l'impression que c'est la description de l'enterrement de Amit, qui avait eu 10 ans avant, ou 12 ans avant. Je lis, je ne pouvais pas me tromper, il y avait d'autres noms, mais c'était tout à fait la même chose. La même chose. Asaf Banit, il avait écrit, je cherche, aujourd'hui c'est pas difficile de trouver, en Israël c'est un petit pays, je cherche qui c'est Asaf Banit, je lui le téléphone, je lui dis, écoute, je suis le père d'Amit, j'ai lu, il me dit, ouais, et je lui dis, tu sais, Yotam, on vient de se lever des Shiva de Yotam, il me dit, oui, je sais, j'ai entendu aussi. Et je voudrais vous rencontrer, je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai écrit ça. Alors il est venu chez nous, il a dit, écoutez, moi j'étais dans la même unité qu'Amit, je ne l'ai pas connu, j'étais une promotion avant, mais quand Amit s'est suicidé en tant que soldat, on nous a dit de venir à l'enterrement. Et la première chose qu'on nous a dit, le commandant de l'unité a dit, écoutez, c'est une famille religieuse, c'est un suicide, mais ne parlez pas le mot suicide. Surtout ne rappelez pas le mot suicide, parce que c'est une famille religieuse, et les religieuses n'aiment pas parler de ça. Et moi, quand j'ai entendu suicide, je me suis rappelé que ma grand-mère s'était suicidée, et qu'on n'en parle pas chez nous dans la famille, bien que je ne sois pas religieux, c'est ce qu'il me raconte. Et j'ai mon oncle qui a été tué à la guerre de Kippour. Et tout cet enterrement m'a rappelé tellement de choses que j'ai décidé de raconter cette histoire quand j'ai fait l'école de cinéma. Et 2 mois après cette rencontre, il me retéléphone à sa femme, il me dit, écoute, je dois faire ma maîtrise de cinéma à l'université de Tel Aviv, je voudrais faire sur vous. Vous accompagner pendant quelques années, comment une famille religieuse arrive à surmonter la catastrophe qui vous est arrivée. Nous, on n'était pas habitués à être filmés. Alors d'abord, j'ai demandé aux enfants. Les enfants nous ont dit, les 5 enfants qui sont restés, nous ont dit, vous le faites, mais sans nous. Nous, on ne veut pas. Nous, on ne veut pas, on n'est pas. Après bien des hésitations, on a décidé de faire ce film. Parce que vous accompagnez combien de temps ? 6 ans. Il est resté 6 ans. 6 ans, nous accompagnait. Pas tous les jours, mais chaque fois qu'il y avait quelque chose d'important, on lui disait et il venait. Okay. Il a beaucoup accompagné dans ce film Benjamin, notre dernier gosse, qui était juste avant, qui était allé à une autre yeshiva et qui devait s'engager à l'armée, qui nous avait demandé d'être combattant à l'armée. Vous savez qu'en Israël, dans des familles qui ont perdu des soldats, pour autoriser les frères à être combattants, on doit signer. On lui a dit, nous on ne signe pas, ça suffit, on ne signe pas. Et bon, c'est une des scènes du film, il y a beaucoup de scènes dans le film. Et donc il nous accompagnait, et pendant 6 ans, petit à petit, les autres enfants ont vu que c'était important et ont participé. Alors il faut expliquer que le but de ce film, c'est ça. Voilà, il a 2 buts. D'abord un but, ce que j'appelle le but égoïste. Pour nous, a posteriori, c'était vrai, ce qu'on appelle aujourd'hui une vidéothérapie. Ça nous a aidé aussi, je crois que ça a aidé les enfants aussi, à parler de ce qui nous est arrivé. Pour nos petits-enfants, j'ai aujourd'hui 10 petits-enfants qui savent que leurs 2 oncles sont suicidés. Et je crois que c'est important qu'ils voient ce qui s'est passé. Ce n'est pas un secret, en tout cas. C'est pas un secret. Voilà, on ne vit pas dans le secret. Bien que chez les familles où il y a des suicides, ça c'est aussi un cas, c'est important à dire, les familles où il y a déjà un suicide,
le pourcentage qui est le pourcentage de chance que ça recommence est beaucoup plus élevé que dans les autres familles. Donc, il faut faire beaucoup plus attention. Et nous, on n'a pas réussi. On est la preuve que c'est vrai, on n'a pas réussi. J'espère qu'on réussira pour les générations à venir. J'en suis sûre. En tout cas, la deuxième chose, le deuxième but du film, la deuxième chose du film, c'est montrer qu'il faut parler de ce sujet. Mais il faut parler d'une façon saine, d'une façon importante pour essayer d'empêcher. Qu'est-ce que ça veut dire d'une façon saine ? Mes fils ne sont pas des héros. Il ne faut surtout pas en faire une glorification. Oui, c'est un des dangers, des héros. Ah oui, héros. Après, j'oublie un peu mon français. Ils ne sont pas des héros. Je ne veux pas les glorifier. Mais d'un autre côté, jusqu'à ce qu'ils aient fait ce qu'ils aient fait, c'était les meilleurs enfants que je pouvais espérer avoir. Bien sûr. Ils ont fait une chose qu'on peut leur reprocher. Il faut ici leur dire, il faut être critique. Il ne faut pas accepter. Vous savez que la religion juive est critique vis-à-vis des suicides, bien qu'elle a changé aussi. Jusqu'à 100 ans, les personnes qui se suicidaient étaient enterrées en dehors du cimetière, à côté de la barrière du cimetière. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Pourquoi ? Parce que les rabbins ont reconnu que c'était une maladie. Et qu'une maladie, c'est comme d'autres maladies. Donc, aujourd'hui, les enterrent normalement. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Est-ce que vous avez eu des réactions des gens qui ont vu ce film ? Oui, d'abord, le film était au festival d'Okativ, il était à la télévision, la veille de Tisha B'Av, il était filmé à la télévision. Et on le présente dans des différents groupes. On le présente, oui, il était pas... Non, mais nous, on va avec le film et on a des débats. Ouais, vous échangez. Je crois que c'est important. D'abord, c'est dur. C'est un film qui n'est pas facile à voir, mais c'est important parce qu'on dit que pour les autres familles, pour montrer il faut en parler, on peut s'en sortir, et pour éveiller le débat. Pour éveiller le débat sur le suicide, comment empêcher, comment faire pour que ça n'arrive pas à d'autres. Nous sommes en période électorale, en tout cas dans les mairies de différentes villes d'Israël. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il y ait comme prise de décision pour ce sujet-là ? Alors, d'abord, dans le cadre du programme national, chaque mairie, chaque conseil municipal doit faire un programme où ils font au moins une fois par an, ils réunissent les enseignants, les assistantes sociales, etc. Et ils parlent de ça. Ils invitent quelqu'un de l'association, on leur parle, on leur explique, faites attention, parlez-en, faites attention autour de vous. Et je dois dire que sans ça, ceux qui ont beaucoup peur d'en parler, c'est justement les professionnels, les assistantes sociales, les psychologues. S'ils n'ont pas d'armes, ils ne savent peut-être pas comment réagir. Ils ne savent pas comment faire. Et la grande peur de chaque psychologue, c'est que son patient se suicide. J'en ai parlé beaucoup avec des psychologues, y compris avec les psychologues qui sont occupés de Yotam. Et pour eux, ils considèrent ça comme un échec. Bien sûr. Donc ils en ont peur. C'est évident qu'on leur dit c'est pas leur échec à vous, c'est pas. Alors aujourd'hui, dans les mairies, pas tous le font, mais il faudrait le faire au moins une fois par an, réunir. Faire un conseil, inviter quelqu'un de l'association qui en parlait, l'association Beshvil Hachaim envoie des représentants. Ma femme Esther a déjà participé, elle est dans le conseil régional, dans le conseil municipal de Bet-Shan, notre ville voisine. Elle y a participé, elle explique. Elle est aussi dans la profession parce qu'après qu'elle était prof à l'école, elle est devenue conseillère pédagogique. Après le suicide de Yotam, elle est devenue conseillère pédagogique. C'est sûr que ça change les directions des uns et des autres. Voilà. Alors, juste pour expliquer aussi que Bishvil Hachaim, ce n'est pas simplement des groupes de parole. Vous avez aussi 3 événements importants chaque année. Il y a une marche de l'obscurité à Tel Aviv, donc une fois par an. Alors, au début du mois de septembre. Okay. C'était l'initiative d'une famille dont la fille s'est suicidée aussi, entre le lycée et l'école, dans une mechina. Okay. Elle a décidé de faire une marche dans le centre de Tel Aviv, entre Ibn Gviro, le théâtre Abima, etc. La nuit, on va avec des pancartes, en silence, et puis pour faire agir les gens. 400-500 personnes. Et les gens regardent, et puis on leur distribue, des tracts. Et à la fin, on se réunit, des personnalités politiques viennent parler, expliquer, se joindre à nous. Et d'abord, c'est un peu une certaine solidarité, et surtout une prise de conscience.
dans la société israélienne. N'ayez pas peur des gens. N'ayez pas peur de nous. N'ayez pas peur de nous. C'est pas contagieux. Parlez-en. C'est important. Alors, au séminaire des Kibbutzim, il y a aussi une journée par an d'études. Voilà. Avec des psychologues, avec des assistants sociaux, c'est Avshalom Aderet qui organise cette journée. Et avec les familles. Et souvent, il y a des débats entre les familles et les psychologues, comment on peut améliorer le tipou, la chose. Et une fois par an, les familles se réunissent entre eux. Ça, c'est la troisième journée dans le cadre aussi chaque fois sur un autre sujet. Par exemple, la dernière fois, c'était le suicide chez les vieux. C'est aussi un sujet dont on peut parler, qui arrive énormément. Donc chaque année, malheureusement, il y a de nouvelles familles. Et chaque année, c'est ça le grand drame. Ouais, J'ai toujours, au kibbutz, heureusement dans mon kibbutz où j'habite aujourd'hui, j'habite à Malé Gilboa, je suis le seul père qui a perdu ses enfants. Et chaque année, à Yom HaZikaron, ils me disent de demander Kaddish. Je dis, c'est la seule chose que je suis prêt de n'avoir jamais de remplaçant, d'être le seul à dire Kaddish. Yom HaZikaron. Et là, je crois aussi, je serais tellement content que d'année en année, il y ait de moins de participants au congrès que le Bishvil HaChaim organise. Ça prouve qu'on aura réussi. Alors, juste pour ceux qui ont envie peut-être de vous parler, peut-être des gens qui sont francophones, qui ne maîtrisent pas l'hébreu, est-ce qu'on peut donner votre numéro de téléphone ? Avec plaisir. Alors voilà, vous pourrez parler avec Gilles Alexandre. N'hésitez pas, il sera ravi peut-être de vous aider. Vous pouvez me joindre aussi au Facebook en privé. Mon Facebook, c'est Gilles Alexandre. Ou bien mon téléphone 055... Non, 050 54. Allez-y. Alors, je vais le dire. 050 54 04 654. On peut bien sûr aussi monter sur le site internet de Bishvil HaChaim. C'est www.path-to-life.org. On écrire en hébreu Bishvil HaChaim. Ou Bishvil HaChaim en hébreu dans Google. Voilà, c'est aussi possible. On est vraiment très touchée que vous ayez accepté de venir et que... Merci de m'avoir invité. Ben non, mais c'est pas évident non plus. C'est pas évident pour vous, c'est pas évident pour nous non plus. Mais Am Israël, c'est Am Echad, voilà. Donc on espère que votre action fera que ça s'arrêtera peut-être un jour, qu'il n'y aura plus de suicide, en tout cas chez nos jeunes. Merci. De rien. À bientôt. À bientôt. Ciao. Chag Sameach. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.